Nous allons maintenant nous orienter plutôt vers les expériences françaises que nous avons souhaité mettre en avant au travers de deux interventions successives. Tout d'abord, Monsieur Yann Lebris, directeur de l'association Kucha, qui nous présentera son association, les dispositifs d'éloignement des mineurs et les projets en cours. Je ne vais pas trop en dévoiler tout de suite. Et puis Monsieur Rontard, directeur d'un établissement de placement éducatif à la PJJ, aux méthodes ô combien intéressantes et non conventionnelles. Donc je leur laisse la parole et nous aurons un temps d'échange à l'issue de ces deux présentations. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, bonjour, merci à Olaru de m'avoir invité. Donc on m'a demandé sur cette dernière partie de faire un état des lieux des dispositifs de protection des mineurs victimes de traite des êtres humains. Alors évidemment, il y a déjà le dispositif expérimental d'éloignement parisien sur lequel je ne vais pas revenir vu qu'on en a déjà discuté. Voilà, donc je ne vais pas revenir dessus. En revanche, ce dispositif expérimental, donc comme vous devez le savoir, va être étendu à l'ensemble du territoire. Enfin, doit être étendu à l'ensemble du territoire. Donc il y a une dépêche qui est sortie, une dépêche du ministère de la Justice qui est sortie le 8 février 2021, qui vient apporter un peu des éléments sur le déploiement de ce dispositif-là dans l'ensemble du territoire national. Donc le déploiement a été confié au cours d'appel sur le principe du volontariat. Donc ce que je trouve un peu dommage que ce soit sur le principe du volontariat, hein, parce que en effet, si c'est sur le volontariat, ça veut dire que ça va quand même dépendre des politiques pénales sur les territoires, et les priorités ne sont pas toujours, comme on le sait bien, la question de la traite des êtres humains. Sur la mise en œuvre opérationnelle aussi de ce déploiement du dispositif d'éloignement, il va y avoir quelques difficultés, je dirais, parce que autant c'est vrai qu'à Paris, Paris a la chance d'avoir des foyers dans d'autres départements, donc c'est quand même assez facile d'éloigner des jeunes dans d'autres départements quand on dispose de foyers qui sont dans d'autres départements. Mais les autres territoires de province n'ont pas forcément des foyers dans d'autres départements, n'ont pas l'habitude de travailler forcément avec des foyers dans d'autres départements. Donc il va y avoir quand même un gros travail à ce niveau-là pour que des territoires, des petits territoires, hein, qui sont touchés aussi par la traite des êtres humains, notamment par exemple sur les questions de prostitution des jeunes filles françaises, pour qu'ils puissent faire ces placements éloignés. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de réflexions à mener pour pouvoir déployer ça de manière opérationnelle. Donc au niveau de l'association Kucha, nous avons développé un réseau de structures d'accueil que nous coordonnons pour accueillir des mineurs victimes de traite des êtres humains. Donc ce projet-là, pour le moment, nous avons 10 structures qui font partie de ce réseau, de cette coordination. Chacune des 10 structures a été formée aux questions de traite des êtres humains, hein, donc une formation générale sur la question de la traite des êtres humains, et à chaque fois qu'il y a un placement qui est fait sur une des structures, la structure bénéficie en plus d'une formation sur le type d'exploitation exact que subit ce jeune-là, le groupe d'exploitation qui exploite ce jeune-là. Donc c'est vrai qu'on leur fait une formation vraiment très très spécifique pour qu'ils soient en mesure de prendre en compte au moment de l'accueil toutes les questions qui vont se poser par rapport à ce jeune spécifiquement. Ce dispositif-là, il a été prévu initialement pour pouvoir faire des orientations en fait sur ces structures après leur passage sur le centre dédié qui va être créé en France pour les mineurs victimes de traite des êtres humains. Donc il a été conçu comme ça à la base, ce réseau-là, et vu les délais qu'il y a eu pour que une ouverture avance pour un centre dédié à la prise en charge en France, nous avons tenté de faire des placements directement sur ces structures-là.
et on constate voilà, qu'en fait, les placements directs sur ces structures-là ne fonctionnent pas pour certains jeunes. Si les emprises sont trop fortes, effectivement, les jeunes arrivent dans des structures où en fait il n'y a pas l'accompagnement spécifique, où les projets d'établissement ne sont pas prévus pour prendre en compte toutes les dimensions d'une prise en charge sur un mineur victime de traite des êtres humains, et qui plus est, alors les questions de sécurité spécifiques pour ces jeunes-là ne sont pas prises en compte. Par exemple, la question de l'accès aux réseaux sociaux, de l'accès au téléphone, qui est quand même vraiment un des moyens d'exercice d'emprise sur les jeunes, qu'on retrouve vraiment dans beaucoup de formes en fait d'exploitation. Les foyers classiques de protection de l'enfance ne sont pas en mesure, avec les règlements intérieurs, avec leur fonctionnement actuel, de pouvoir répondre à ça. Qu'on accueille des jeunes qui sont français, qui ont leur téléphone, qui appellent des copines, toutes ces choses-là, et qu'on accueille un jeune qui est victime de traite, qui n'a pas droit au téléphone. Pour les équipes en interne, très clairement, c'est extrêmement dur à gérer. Et en plus, il n'y a pas d'appui au niveau règlement intérieur, il n'y a pas d'appui au niveau du projet pédagogique pour pouvoir mettre en place ça et appuyer les équipes. Donc voilà, ça c'est un autre c'est un dispositif qu'on met en place. Très clairement, pour le moment, par rapport aux demandes, la difficulté qu'il y a aussi, et je pense que c'est celle qu'il y a eu aussi à certains moments sur le dispositif parisien, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes et en fait, il y a peu de place. Voilà, quand on appelle une structure, ils n'ont pas forcément la place d'accueillir le jeune à ce moment-là. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui complexifie, quoi. Je pense qu'à partir du moment où il n'y aura pas des places réservées dans les établissements pour accueillir des mineurs victimes de traite des êtres humains, donc des places réservées, ça veut dire des places financées. Voilà, ça sera quand même très très compliqué de pouvoir faire ces accueils-là dans des bonnes conditions, notamment vu qu'on est tout le temps dans des questions d'urgence et quand on est sur une sollicitation suite à un déferment au parquet ou quand il y a des signalements de danger grave imminents, on est vraiment dans des systèmes d'urgence et il est nécessaire d'avoir des places réservées dans des établissements formés pour pouvoir accueillir ces jeunes-là. Sinon, ils vont dans des centres d'urgence classiques où du coup la prise en charge n'est pas du tout adaptée pour pouvoir les accueillir. Au niveau de l'association Coup de chat, du coup, nous sommes à l'heure actuelle en création donc du premier centre expérimental sécurisé et sécurisant pour mineurs victimes de traite des êtres humains. Donc ce projet a pu voir le jour avec le soutien de la PJJ qui a fait un appel à projet exclusif État pour monter ce projet-là. Donc on est en train à l'heure actuelle donc de finaliser la création de ce centre expérimental. Ce centre expérimental s'appuie sur le modèle belge du centre expéranto qui vous a été présenté. On est 3 professionnels au niveau de l'équipe à avoir été passer des stages là-bas à tour de rôle pour bien comprendre le fonctionnement du centre espéranto, qu'est-ce qu'ils mettaient en place pour qu'effectivement il y ait moins de fugues, qu'est-ce qu'ils mettaient en place pour sécuriser les jeunes sur le centre, quel partenariat ils mettaient en place pour voilà, assurer aussi la sécurité, et aussi quel accompagnement ils mettaient en place pour que ces jeunes puissent se reconstruire et limiter les risques de réexploitation après. Donc, on a fait ces stages-là, on a travaillé pour adapter en fait le modèle belge d'espéranto à la législation déjà française, au système français d'orientation des mineurs sur les structures. Voilà, pour pouvoir essayer de proposer une alternative équivalente au centre espéranto en France. Le centre devrait être en mesure d'accueillir les premiers jeunes sur le dernier trimestre 2021. Donc voilà, c'est assez imminent. Il y a une différence importante entre le centre français et le centre espéranto, c'est que nous, on va être sur des accueils qui sont courts. C'est-à-dire que les accueils vont être ça va être des durées de 6 mois renouvelables une fois. L'idée plutôt sur le centre français est d'être un SAS en fait pour les jeunes, un SAS qui va permettre de travailler justement la sécurisation des jeunes et de poser une sécurité aussi pour éviter qu'ils soient récupérés. Donc c'est un centre qui est effectivement
au secret, où on a pas mal de protocoles de sécurité qui sont inspirés du modèle belge. Et l'idée, effectivement, c'est de faire ça, c'est pouvoir commencer à travailler sur toutes les questions, effectivement, du trauma et sur tout ce qui va être effectivement l'emprise, quelle que soit la forme d'emprise qui est exercée, pour ensuite réorienter les jeunes, du coup, sur les dispositifs, on va dire, plus classiques de protection de l'enfance, donc des MEX, des lieux de vie et d'accueil ou des familles d'accueil en fonction du projet du jeune et des besoins du jeune. Et donc pour faire cette suite-là, c'est là qu'on avait créé le premier, enfin le réseau dont je vous ai parlé juste avant, qu'on a créé ce réseau-là pour avoir déjà des partenaires vers qui on va pouvoir réorienter nos jeunes. Voilà, sur les dispositifs un peu qui existent. Alors, on est sur un accueil de 12 places. Donc, très clairement, au vu du nombre de victimes de traite des êtres humains en France qui auraient besoin de ce type de centre, je pense que ça va pas faire beaucoup. Et c'est là, du coup, je pense aussi que au niveau de la protection de l'enfance, au niveau de la PJJ et de l'ASE, pour moi, il y a vraiment une mobilisation qui doit être faite. Très clairement, c'est une réalité qui augmente de plus en plus. Alors, on voit bien avec les jeunes filles victimes de prostitution françaises. Là, je me promène un peu sur tous les territoires en France. C'est exponentiel. Elles sont orientées dans des centres, elles font du recrutement aux endroits où elles sont orientées, dans les foyers où elles sont placées. S'il n'y a pas une prise en compte par tous les établissements de cette réalité-là, si ces établissements ne forment pas leurs professionnels, enfin, je pense que c'est vraiment l'incontournable, ils ne forment pas les professionnels sur cette question-là et n'adaptent pas aussi les projets d'établissement pour prendre en compte ça, ça va être quand même très très compliqué de pouvoir protéger ces jeunes-là qui sont massivement présents en fait sur le territoire. Merci beaucoup pour cet éclairage et les possibilités de vis-à-vis de protection pour les mineurs présumés victimes de traite. Ils ne sont pas tous dans ce cas-là, les mineurs qui ne sont pas demandeurs de protection ou en situation d'errance aggravée. Et je ne peux que rejoindre le souhait d'adapter et de former les professionnels des différentes structures ASE ou PJJ. Et l'éclairage de monsieur Rontard sera aussi, je pense, éclairant. Bon, c'est très redondant, mais je vous laisse la parole. Si effectivement je peux faire un voyage d'études, j'irai à Padoue plutôt qu'en Belgique. Je trouve très joli Padoue. Voilà. Alors moi je suis pas confronté a priori, je vais dire, de façon officielle à la traite des êtres humains, parce que je ne reçois pas des jeunes avec une OPP traite des êtres humains. J'ai 2 foyers dans l'Essonne qui ne sont pas secrets, Draveil et Épinay-sur-Orge, qui regroupent chacun, comme tous les foyers PJ, 12 jeunes sur chaque foyer. Et effectivement, on n'a pas une spécialité, mais de fait, on accueille sur ces 2 foyers beaucoup de mineurs non accompagnés qui viennent essentiellement du Maghreb. Et donc, sur les 12, sur les 24, je dois avoir une douzaine de MNA parce que j'aime les MNA. Pourquoi j'aime les MNA ? Parce que ça remet en cause beaucoup notre prise en charge éducative, et puis ça s'est fait comme ça. Pourquoi ça remet en cause ? Parce que ça permet, et ça exige, et ça oblige à une prise en charge, non pas de bricolage, comme on disait ce matin. Je pense que c'était plus une véritable orfèvrerie, c'est ce que voulaient dire tous mes collègues ce matin. Ils font plus de l'orfèvrerie que du bricolage, parce que c'est vraiment un accueil sur mesure. Et notre projet repose essentiellement sur les liens qui délient et les limites qui libèrent. Ça signifie quoi ? Ça signifie que nous ne sommes que sur un passage et on n'est que des passagers, mais ça nécessite beaucoup de vérité et de virilité dans l'accueil de ces jeunes MNA, parce qu'on sait très bien qu'ils sont plus âgés que ce qu'ils sont, mais à la limite c'est pas gênant parce qu'on accueille nous des jeunes mineurs qui sont envoyés par la justice en tant que mineurs, qu'ils soient majeurs, qu'ils soient séniles, qu'ils soient Alzheimer. À la limite, on s'en fiche si effectivement notre justice nous envoie des mineurs. Pour nous, ils sont vraiment mineurs, donc on les accueille comme des mineurs. C'est notre mission. Et la seule mission pour nous, c'est
Comment faire pour sortir ces jeunes de la délinquance? Parce qu'ils sont arrivés avec un parcours délinquant conséquent. Ils ont été dangereux, ils ont commis beaucoup d'actes délinquants, ils ont eu beaucoup de victimes. Donc nous, c'est comment faire pour les sortir de la délinquance et qu'après, ils puissent effectivement être déliés de ce réseau dans lequel ils sont. Ils diront jamais qu'ils sont membres d'un véritable réseau. Lorsque Olivier Perrou vient chez moi et demande comme ça entre la poêle fromage aux jeunes, est-ce que tu es membre partie prenante pour un réseau, ils diront toujours non, quoi. Parce que pour eux, c'est vraiment pas un réseau. Alors nous, effectivement, on expérimente des choses presque chaque jour avec eux, et spécialement des expérimentations de vie agricole et rurale. C'est-à-dire qu'à partir de mes foyers, quasiment tous les MENA passent 1 mois, voire 2 mois dans des fermes qui sont partenaires. Ce ne sont pas des éducateurs, ce sont des fermiers qui vivent en famille. Le but, c'est qu'ils retrouvent une vie de famille, qu'ils soient protégés par une vie de famille et qu'ils découvrent le sens du travail. Alors, c'est pas propre aux MENA, mais de fait, on fait ça avec les MENA et avec les autres, mais là, on ne parle que des MENA. Et donc, ils se rendent compte que le travail, c'est fait pour nourrir une famille et que ça nécessite de se lever le matin et de se coucher le tard, parce que quand on se couche, eh bien, on est fatigué par le travail qu'on a fait. Et on allie à ça toute une partie qu'on dit pas thérapeutique, mais une partie de soins. C'est-à-dire que, de fait, quand il reste 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ils arrêtent tous tout ce qui est addiction. Parce que quand vous êtes au fin fond de la Bretagne, c'est difficile de se procurer du Rivotril, même si ça doit exister, hein. Mais c'est plus compliqué qu'à la porte de la chapelle. Et ils en ont plus besoin, donc c'est quand même intéressant de faire cette expérimentation. C'est que le travail manuel, le travail physique, on sait tous, hein, mais de fait permet un sevrage écologique. Donc ça, c'est intéressant. Et on joue aussi beaucoup. Pourquoi effectivement on prend beaucoup de MNA dans mes foyers? Parce que je crois à la vertu éducative et thérapeutique du collectif. Même si aujourd'hui, dans les institutions, on peut dire que tous les cas complexes ne sont pas faits pour vivre en collectif. Moi, je parie le contraire. C'est que plus on a des cas complexes et plus ils ont besoin de vivre en collectif. Parce que vivre seul, c'est pas naturel. Et de se restructurer, on se restructure uniquement dans des relations et dans un collectif. Donc, les prises en charge, contrairement à ce qui est préconisé, c'est là où c'est un peu atypique, durent très longtemps pour les MNA sur mes foyers. Ça va de... Alors là, je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave. Heureusement qu'il y a Zoom, donc je peux pas savoir encore qui va me taper sur les doigts. Mais excusez-moi, en parlant de Zoom, est-ce que vous auriez la possibilité de parler un petit peu plus près du micro, parce que nos collègues en Zoom ne nous entendent pas. Pardon. Merci beaucoup. Pardon. Et donc, c'est des prises en charge qui peuvent durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors, je dis pas le nombre d'années, parce que là, effectivement, je risque d'avoir des gros problèmes. Pourquoi? Parce que ça prend du temps. Ça prend du temps de lier et de délier. Alors, lier, effectivement, vous savez, faire attache, c'est très long. Qu'ils aient confiance en un adulte qui est membre d'une institution qui a pour nom justice, c'est encore plus compliqué. Donc, il faut qu'ils découvrent les hommes à travers leur étiquette, qu'on leur prouve qu'ils peuvent avoir confiance. Donc, effectivement, les envoyer dans des stages agricoles, on leur fait confiance parce qu'ils sont tout seuls, sans éducateur. Ils peuvent revenir quand ils veulent, ils peuvent repartir quand ils veulent. Et il y en a beaucoup qui, après un séjour, demandent à repartir de peur de retomber dans les réseaux. Un petit exemple, j'avais un Sénégalais qui, bien sûr, était au crack, au trafic de crack, et qui, à un moment, après 1 an et demi chez moi, m'a dit « Monsieur Montard, je vais être obligé de vous quitter, même si c'était très bien chez vous, parce que ma famille me demande 30 000 euros, parce que je dois les 30 000 euros, et c'est maintenant qu'il faut que je demande. Donc, je vais être obligé de repartir à la colline du crack pour rembourser. » Et ce dilemme a duré pour lui, mais terrible, parce qu'il avait des pressions énormes. Et donc, moi, je n'avais rien à lui apporter, parce que je n'avais pas 30 000 euros à lui apporter, naturellement, c'était impossible. C'était de dire, voilà, ce serait peut-être plus intelligent de faire une formation, de travailler, d'autant qu'il avait un passeport,
et puis de pouvoir faire un prêt à la banque et après de pouvoir rembourser. Mais ça a été très très dur pour lui. Bon, il est resté et il a choisi vraiment tout seul. Le but, c'est qu'ils arrivent à choisir librement leur vie. Si tu choisis d'être dans la délinquance, mais tu choisis vraiment, quoi. Tu ne joues pas avec moi, quoi. Enfin, voilà, c'est-à-dire que le principe de base avec eux, c'est je sais qui tu es, je sais que tu pompes le système français, je l'accepte parce que je suis français et qu'on est fait pour ça aujourd'hui, mais qu'il y a un moment, tu pourras plus pomper le système parce que tu seras majeur et qu'à ta majorité, il n'y aura plus rien. Donc, soit effectivement, je t'aide à pomper le système, non pas en étant complice, mais légalement, et à un moment, eh bien, je te donne la possibilité de devenir adulte et de choisir vraiment ta vie. Voilà. Et c'est uniquement ça. Enfin, c'est très pauvre, hein. On a des moyens très pauvres, mais c'est vraiment ce lien qui permet après de délier complètement toutes leurs constructions qui se sont faites et dans lesquelles ils ont vécu, et dire tu es capable, maintenant tu es adulte. Et c'est pour ça que les menaces, c'est intéressant, parce que on n'est pas confronté à leur famille, on n'est pas confronté au poids du clan, on est confronté uniquement à sa propre liberté. Donc on peut aller les chercher sur leur liberté. C'est-à-dire, maintenant tu vas devenir majeur PJJ, c'est-à-dire que tu es majeur depuis très très longtemps quand même, mais que maintenant tu es vraiment majeur et je sais que tu es majeur et que tu peux choisir ta vie. Et qu'il n'y a aucune raison, mais aucune, que tu ne choisisses pas ta vie. Bonne ou mauvaise, à la limite, après c'est pas mon problème, mais au moins à lui offrir cette possibilité. Et bien là, ça change complètement parce qu'il se dit, le gars que j'ai en face de moi, il me prend pas pour un imbécile, quoi. Il sait que je suis là pour pomper le système. Donc voilà. Et donc c'est un peu un pacte, c'est un peu le pacte des loups là, quelque part. Hein. Mais après, le loup, il va essayer d'être le loup alpha et d'emmener sa meute vers une bonne prairie où il y aura des bonnes brebis. Voilà, ce ne seront pas des petites gazelles, mais ce seront des bonnes brebis. Mais ça prend du temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu confronté à ce temps. Or, il faut du temps, il faut laisser le temps au temps, parce que faire confiance, c'est compliqué, de lier, c'est compliqué, et de délier, c'est compliqué. Alors moi, j'étais confronté à ça. Ce qui est étonnant, c'est que dans les foyers, en général, ils restent pas. Moi, ils restent trop longtemps. Et j'ai été mise à mal il y a 3 mois, avec ceux que j'avais depuis 2 ans ou 3 ans, où les éducateurs me disaient « Ok, mais qu'est-ce qu'on fait d'eux, quoi ? Parce que on peut les garder toute notre vie, c'est pas le but. » J'ai dit « Oui, effectivement. » Et donc, j'ai convoqué les ménages, j'ai dit « Les gars, il faut m'aider parce que je pourrais plus continuer avec vos camarades parce que on ne voudra plus de vous dans les foyers parce que vous restez trop longtemps. Et qu'est-ce que vous donnez, quoi ? » Et eux ont trouvé la solution pour dire « Ok, monsieur, vous nous avez aidés, maintenant on va vous aider. » C'était chouette. Et on dit « Voilà, maintenant, dès qu'on sera prêt, on partira du foyer et dès qu'on aura des bons réseaux, parce qu'au bout de 3 ans, on sait dans quel réseau ils étaient, donc le but c'était de sortir des mauvais réseaux pour retrouver des bons réseaux amicaux, hein, et non pas complices. Et ils savent très bien où ils sont, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'ils sont pas isolés à Paris. Et après, trouver des travaux, trouver un travail, trouver un lieu pour être hébergé et partir. Et donc, j'en ai eu 3 sur 2 mois qui, un soir, sont arrivés avec leur valise. Ça y est, monsieur, nous sommes prêts, on va les vivre là. Je sais où ils vont, hein. Et tout simplement, et on trouve un travail. Bon, effectivement, le problème aujourd'hui, c'est que ce serait bien que quand on a des jeunes MNA qui restent dans nos foyers au bout d'1 an et demi, 2 ans, qui sont formés, enfin moi j'en ai qui ont un CAP de poissonnier, qui ont un CAP de charcutier, je sais pas si vous imaginez, quoi, c'est charcutier. J'en ai un, ça fait 4 mois qu'il est dans une ferme, il fait des saucisses, le gars. Il vient d'Alger, hein. C'est ça qui est encore plus drôle, quoi. Et il est très content de faire des saucisses. Mais qu'il y ait une possibilité entre ministères de dire voilà, les garçons qui restent 1 an et demi, 2 ans dans des foyers PJJ ou ASE, peu importe, hein, qui sont insérés, qui ont une formation, qui commencent à travailler, puissent avoir un titre de séjour, au moins provisoire, pendant 6 mois, qui puissent prouver qu'ils ont envie de travailler et qu'ils apportent quelque chose à l'économie française. C'est ce qu'ils font d'ailleurs. Hein. Ça, voilà, ce serait intéressant qu'on réfléchisse à ça et que les politiques, on puisse un peu forcer les politiques à ça pour dire
Voilà, on pourrait régulariser des jeunes adultes qui apportent quelque chose à l'économie et qui ont prouvé qu'ils sont sortis de la délinquance. Ce ne serait pas des milliers, hein, ce ne serait pas le clandestin avec Raspail, hein, ce serait, je sais pas, une centaine en France, quoi, c'est pas plus, quoi. Voilà. Donc, si on pouvait effectivement pousser, s'il y a des politiques qui m'entendent, je suis prêt à en débattre à l'Assemblée nationale parce que ce serait vraiment très facile à faire, quoi. Enfin, c'est vraiment facile. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention et cet éclairage. On voit bien la nécessité dans vos deux interventions de créer du cadre, des encadrements spécifiques, de les adapter et aussi de penser en dehors de ce cadre-là. Je sais qu'il y a déjà des questions qui sont arrivées, notamment par Zoom. Donc, prenons ce temps d'échange et je laisse mes collègues nous les poser. Alors, on a une question de Nathalie Lequeux, qui est défenseur des droits pour Koucha, et qui demande que, étant donné que le centre qui va être créé est uniquement habilité PJJ, comment est-ce que vous allez travailler la sortie des jeunes en protection de l'enfance avec les départements qui devront les prendre en charge? Alors, l'appel à projet est un appel à projet PJJ, mais les jeunes qui seront reçus peuvent être placés dans le cadre civil et aussi dans le cadre de l'ordonnance 45. Donc, on est bien sur des accueils civils. Tous les départements français pourront faire des demandes d'admission et des orientations de jeunes sur le centre. On est bien sur un centre pour des mineurs victimes de traite des êtres humains, d'accord. On n'est pas sur un centre pour des auteurs d'infractions. Il faut que ces jeunes-là soient présumés victimes de traite des êtres humains. Après, il y aura un travail pour voir effectivement, comme il se fait à Espéranto, si effectivement il y a de la traite derrière ou pas. Mais on est bien sûr du placement civil. Voilà. Mais ça a été porté au niveau de l'État. Il me semble qu'il y a une autre question à Maître Daoud. Je ne sais pas si elle est dans la salle ou en Zoom. Elle est là-haut. Merci. Merci. Je suis Catherine Delanoë-Daoud, avocat au barreau de Paris. Je voulais en fait, je me permets d'ajouter au regard croisé de la journée le regard d'une avocate. Nous sommes plusieurs dans la salle et qui frétillons, qui trépignons un peu depuis ce matin, si j'ose dire. Je voulais préciser à tous ceux qui sont ici, parce que nous travaillons souvent ensemble sur des situations de mineurs isolés étrangers ou de mineurs non accompagnés. Je voulais juste me permettre de rajouter l'intervention de l'avocat, le rôle de l'avocat. Certes, l'avocat n'est pas obligatoire encore en assistance éducative, mais sachez que nous sommes là, nous sommes utiles, nous avons une place, puisqu'on parlait de place à prendre ce matin, nous avons une place. C'est vrai que les jeunes, dans l'état dans lequel ils sont parfois, ne font pas non plus la différence entre la police, le juge et l'avocat, mais nous avons un rôle à jouer. Sachez que si le jeune demande un avocat en assistance éducative, il y a droit. Et vraiment, on oublie trop souvent que ces jeunes-là, ils ont besoin qu'on leur explique le droit. Ils ont besoin qu'on leur donne accès à leurs droits. Par exemple, un article important du Code pénal, l'article 122.2, qui indique que n'est pas pénalement responsable une personne qui a agi sous emprise ou sous contrainte, donc même en dehors de la traite. Quelqu'un qui commet des actes de délinquance sous emprise ou sous contrainte n'est pas pénalement responsable. Il ne faut pas l'oublier, ça, nous on le plaide souvent, et c'est vrai que ça fait partie des choses où l'avocat peut avoir un rôle à jouer. Je me permets aussi d'ajouter un arrêt très important, une décision de la Cour européenne des droits de l'homme de février 2021 contre le Royaume-Uni, dans lequel, et c'est très très important cette décision, dans lequel il est indiqué qu'on ne peut pas condamner un mineur pour une infraction. En l'occurrence, il s'agissait d'un jeune Vietnamien dans une des fermes de cannabis dont nous avons parlé ce matin. S'il est victime, que c'est contraire à l'article 6, donc droit à un procès équitable, que de condamner quelqu'un sans avoir expliqué pourquoi on le condamnait alors qu'il était victime de traite. Donc vraiment, je tiens à ce qu'on n'oublie pas, je sais qu'on le sait tous ici, mais je pense qu'il faut toujours replacer ce côté victime avant d'être auteur. D'ailleurs, Monsieur Lebris vient de le dire également. Voilà, je vous remercie. J'ajoute que aussi, au moment où ils deviennent majeurs, l'avocat aussi peut être utile par rapport au titre de séjour, parce que là encore, la semaine dernière, on m'a appelé et je découvre qu'un jeune qui va avoir
19 ans la semaine prochaine, eh bien, on lui a fait aucune démarche pour son titre de séjour. Et évidemment, c'est très compliqué, mais ça, c'est quelque chose sur quoi on doit travailler tous ensemble parce que, effectivement, avoir un titre de séjour quand on a un parcours délinquant, c'est presque impossible. Mais si en plus on a été nié dans sa qualité de victime, c'est particulièrement injuste. Mais bon, voilà, nous les avocats, on est là pour vous, pour eux, à votre disposition. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Il me semblait qu'il y avait d'autres questions par Zoom. Il y a une autre question par Zoom de Véronique Doudet qui demande qu'en est-il pour nommer un administrateur ad hoc ou un avocat pour représenter le mineur victime. L'un d'entre vous souhaite répondre? Non, mais effectivement, enfin, l'administrateur, je ne sais pas si je réponds à la question, mais l'administrateur, le tuteur pour les personnes victimes de traite des êtres humains, c'est quelque chose qui est indispensable. Alors sur le modèle belge, tous les MNA, ils ont un tuteur qui est nommé, c'est systématique. Moi, je pense que c'est extrêmement important que ça soit fait, donc d'autant plus sur les mineurs victimes de traite des êtres humains, mais de toute façon pour tous les jeunes qui n'ont pas de représentants parentaux. Souvent, ce qui est fait, c'est qu'il y a des délégations qui sont octroyées au niveau de l'aide sociale à l'enfance. Et pour moi, il y a des associations aussi qui font le choix d'être administrateur ad hoc pour les jeunes qui suivent. Pour moi, ça pose la question du tiers, en fait. La question du tiers, comment on peut accompagner un jeune, financer le placement d'un jeune et faire tiers et défendre son intérêt supérieur. Donc voilà, les tuteurs, les administrateurs ad hoc, pour moi, c'est ça. Ils ont leur place à part entière. C'est pas, il y en a pas assez en fait. Ils sont pas assez nommés, ils sont pas assez là. Enfin voilà, moi j'espère que les jeunes que nous recevrons, ils auront un tuteur qui sera là pour défendre leur intérêt supérieur face à l'avis de l'aide sociale à l'enfance ou de la PJJ qui a placé le jeune chez nous, face à nous qui défendons quelque chose pour le jeune. Mais c'est notre vision, c'est la vision de la PJ sur le devenir de ce jeune-là. Et pour moi, le tuteur, l'administrateur ad hoc, il est vraiment là pour le jeune, à la place du parent qui est absent ou maltraitant. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question pour vous, Monsieur Rontard. Vous nous avez fait part de votre expérience en CEF. Aujourd'hui, vous êtes en EPE. Vous avez donc ces deux expériences de deux types de placements d'hébergement très, très différentes. Voilà. Selon vous, quelle est la prise en charge la plus adaptée? J'imagine bien que ça dépend des profils et des parcours des jeunes, mais quand on est face à des jeunes en situation très éloignée de la protection de l'enfance, non demandeurs de protection, que pouvez-vous nous en dire? Ce sera une simple opinion, hein. Ce sera pas dogmatique. C'est vrai que j'aime beaucoup le CEF. Pourquoi? Parce que c'est un centre fermé. Donc on peut recréer une vraie vie communautaire avec des activités sur place. Oui, enfin moi je crois toujours et je milite toujours pour la vie communautaire ou la vie familiale. C'est vrai qu'en CEF c'est plus facile de recréer une vie familiale, une vie très très sécurisante, protectrice et qui ouvre effectivement sur des perspectives. Pourquoi? Parce que 24 heures sur 24 c'est très long. Ça paraît très court, 6 mois, mais 24 heures sur 24, c'est très long. Le lien avec le jeune, il est très long. Et on passe de la marée basse à la marée haute, à la marée très haute. Et du coup, sur une journée, on peut commencer à casser leur invulnérabilité, leur carapace, et arriver à une amende douce, quoi. Vous voyez, plus facilement que dans un foyer où à 14 heures, ils peuvent partir, ils peuvent revenir à 19 heures, ceux qui ne sont pas scolarisés, hein. Je me dis, moi, j'aurais eu 15 ans,
On m'aurait dit, tu vas au lycée si tu veux, mon petit, ou tu peux aller voir tes copains, jouer au foot. Je crois que j'aurais jamais passé mon bac, quoi. Donc je me dis, c'est vrai, par rapport à ces MNA, le CEF, c'est une privation de liberté, mais dans cette privation, il y a quand même la possibilité, quand c'est bien fait, naturellement, mais comme tout, hein, comme dans toutes les familles d'ailleurs, de conquérir sa liberté. C'est-à-dire que les limites permettent effectivement d'être confronté à ses propres limites et les limites peuvent être source de liberté. Moi, je crois beaucoup à ce principe-là. Être confronté à ses limites pour être libre. Et tant qu'on n'est pas confronté à ses limites, ben on n'est pas libre. Et c'est vrai que quand vous avez les portes de la chapelle, ils sont confrontés à plein de limites, mais c'est pas des limites qui font grandir, quoi. C'est quand même des limites qui les détruisent. Voilà, être confronté à ces limites, ça nécessite un cadre très très sécurisant. On sait où on va, on sait ce qu'on fait, et puis on l'accueille sans condition, quoi. On se sert pas de lui, quoi. Ouais, enfin voilà. Enfin, le CEF pour moi, je trouve que ça reste un joyau de l'éducation quand c'est vraiment bien fait. Voilà. Pour les MNA et pour d'autres. On parle des MNA là. Merci pour ce développement et votre opinion. Je vous remercie beaucoup tous les deux pour ces éclairages et vos interventions. J'espère que nous aurons l'occasion de poursuivre ces échanges dans les semaines, les mois, les années à venir et de continuer à co-construire.